Les cris ont commencé au milieu de la nuit. Une petite fille y est sortie d'une caravane dans le sud de la Floride et a soudainement vu quelque chose. Quelque chose d'anormal. Elle a appelé son grand frère, qui s'est précipité dehors, pensant trouver un rôdeur. Mais il n'en a pas trouvé. Ce qu'il a vu l'a effrayé bien plus que n'importe quel intrus humain n'aurait pu le faire. Il se retrouvait face à face avec deux créatures massives ressemblant à des singes. L'une d'elles était si grande qu'il l'a décrite comme plus grande que papa. L'une a bondi dans les broussailles voisines et l'autre s'est échappée dans un verger d'orangers tout proche. En quelques minutes, des habitants terrifiés s'étaient armés de fusils de chasse et avaient formé un groupe de civils armés pour traquer les créatures qui se déplacèrent dans les Everglades, juste derrière leur maison. Mais le plus effrayant, ce n'était pas un incident isolé. Pas du tout. Au cours des années suivantes, quelque chose de terrifiant s'est produit à travers les Everglades de Floride. Quelque chose qui a conduit à des dizaines de rapports officiels. Des rapports sur des êtres que la plupart des gens affirment encore ne pas exister. Mais vous ne direz plus ça après avoir vu ce qu'ils ont vu. Des policiers ont suivi d'énormes empreintes de pas avec des marques de jointure entre elles. Des éleveurs ont retrouvé du bétail mutilé. Des automobilistes sont entrés en collision avec d'énormes silhouettes couvertes de poils traversant les routes au beau milieu de la nuit. Et ce n'étaient pas des ours. Une voiture de patrouille du shérif aurait été soulevée du sol par une créature bipède rugissante après que l'officier l'ait percutée de plein fouet. Des familles effrayées ont quitté leur maison. Des hélicoptères survolèrent les marais avec des projecteurs, tandis que des adjoints du shérif armés fouillaient berges de canaux et marécages inondés à la recherche de quelque chose d'inexplicable auquel ils refusaient de croire. Mais ensuite est venue la partie dont presque personne ne parle. Lorsque les chercheurs ont cartographié ces observations chronologiquement, un schéma étrange est apparu. Les vagues de rencontres n'étaient pas aléatoires. Quelque chose semblait forcer ces créatures à sortir du marais profond où elles vivaient et à pénétrer directement sur le territoire humain. Mais l'histoire est devenue plus étrange ensuite. Plus je creusais dans les archives historiques, plus il devenait évident qu'il ne s'agissait pas simplement de folklore local chuchoté autour des feux de camp. Ces incidents ont donné lieu à des rapports de police, à une panique à l'échelle de l'État, à des opérations de recherche armées et finalement à autre chose. Quelque chose que j'ai moi-même trouvé presque incroyable, mais c'est vrai. De véritables tentatives de la part des législateurs de Floride pour protéger légalement le skunk ape, c'est l'histoire des années terrifiantes où les marais de Floride semblaient être le théâtre d'apparition d'une créature énorme, à l'odeur nauséabonde, intelligente et insaisissable. Mais plus important encore, nous allons explorer pourquoi cela s'est produit. Pour comprendre cela, nous devons remonter au début des années 1970, lorsque les Everglades ont commencé à mourir. Maintenant, revenons au skunk ape. Première section. Le marais était en train de mourir. Au début des années 1970, quelque chose n'allait vraiment pas dans les Everglades de Floride. La plupart des gens imaginent aujourd'hui les Everglades comme une nature sauvage, infinie et florissante. D'immenses rivières de saugras, des marécages de cyprès denses, de sombres îlots inondés s'étendant sur des kilomètres sous la chaleur subtropicale. Mais durant les années précédant la panique liée au skunk ape, une grande partie de cette nature sauvage subissait un stress environnemental catastrophique. Les précipitations dans le sud de la Floride sont largement inférieures à la normale, certaines zones ayant presque aucune pluie en saison sèche. Plus tard, les hydrologues ont qualifié certaines parties de la sécheresse d'événements qui ne surviennent qu'une fois par siècle. Mais ce n'était pas le pire. Voyez-vous, à mesure que l'eau disparaissait, le marécage lui-même a commencé à brûler. Le sol des Everglades est principalement composé de tourbe et de boue organique. En gros, normalement, ce sol reste saturé sous une couche d'eau peu profonde. Mais lorsque la sécheresse prolongée a asséché les marais, la tourbe exposée s'est desséchée et est devenue extrêmement inflammable. D'énormes feux souterrains de tourbe ont commencé à se propager dans les Everglades, couvant parfois sans être vus pendant des mois sous la surface. Des pans entiers d'habitats naturels complètement dévastés. Juste comme ça. Le couvert dense de palmetto a simplement disparu. Les zones humides se sont asséchées en laissant place à des étendues de boue craquelées, et à cause de cela, les sources d'inondation se sont effondrées et les corridors phoniques ont été détruits. Mais la météo n'était pas le seul problème. Au même moment où cette catastrophe écologique se produisait,
la civilisation humaine envahissait rapidement les profondeurs du marais plus qu'elle ne l'avait jamais fait auparavant. Voyez-vous, la population de la Floride explosait dans les années 70, des milliers de personnes s'y installaient chaque semaine. Des parcs de caravanes, des communautés de ranch, de nouvelles plantations d'orangers et des lotissements de banlieue. Ils s'étendaient tous vers l'ouest, directement dans les Everglades. Des endroits comme Kings Manor Estates, Sunshine Acres et les terres d'élevage en cours d'aménagement autour de Davie et Wellington. Ce n'étaient pas des implantations isolées en pleine nature. Elles étaient construites directement à la frontière entre la civilisation et l'une des plus grandes zones humides de toute l'Amérique du Nord. Cela peut sembler être un progrès, mais selon de nombreux habitants de longue date, c'était en réalité un gros problème, car quelque chose de grand vivait déjà là-bas depuis très longtemps. C'est alors que les observations ont débuté. Ce n'étaient pas seulement quelques signalements isolés, des vagues entières de signalements. Mais ce qui rendait vraiment ces signalements différents, ce n'était pas seulement leur nombre. C'était le niveau de panique pur qu'ils provoquaient. Les gens ne parlaient pas de simples aperçus rapides au fond des bois. Ils décrivaient de grandes créatures à l'odeur nauséabonde apparaissant sur des terrasses, rôdant autour de propriétés résidentielles, traversant des autoroutes, tuant du bétail et, dans certains cas, s'approchant à 1 mètre ou 2 à peine de témoins terrifiés. Quoi que les gens aient rencontré durant ces années-là, cela ne semblait plus confiné au marais profond. Quelque chose semblait le pousser vers l'extérieur. Un homme qui a vécu cette période se souvient à quel point la situation est devenue tendue. Et une nuit, ça s'est approché d'un haras. Ils sont entrés dans un haras et les chevaux devenaient complètement fous. Ils tentaient de briser les parois de leur box pour sortir. Et ça a été rapporté dans le journal. Les gens en parlaient. Tout le monde portait une arme, mais c'était un gros problème. Tout le monde était nerveux à l'idée de sortir la nuit car il faisait sombre, sans éclairage public. Les rues n'avaient toutes qu'une seule voie. C'était un endroit complètement différent. Section 2. Les incidents de Kings Manor. La première grande vague d'observation a éclaté le long de la lisière est des Everglades, près de Fort Lauderdale, dans un parc de caravanes appelé Kings Manor Estates. Mais contrairement à de nombreux témoignages sur le Bigfoot, il ne s'agissait pas d'un unique témoin apercevant brièvement quelque chose d'étrange au fond des bois, pouvant être un arbre ou un ours. Très rapidement, plusieurs personnes ont commencé à voir des choses et à faire des signalements. Les forces de l'ordre ont fini par s'impliquer. Des preuves matérielles ont été découvertes. Et très vite, toute une communauté s'est retrouvée à se poser la même question. Qu'est-ce qui se déplaçait autour de leur maison? D'après les rapports, tout a commencé avec la petite fille dont j'ai parlé plus tôt, celle qui avait aperçu ces 2 créatures massives ressemblant à des singes près de la caravane de sa famille. La nouvelle de sa rencontre s'est répandue dans Kings Manor presque immédiatement, et la réaction a été extraordinaire. En peu de temps, environ 15 hommes du coin se sont armés de fusils de chasse et ont organisé une battue menée par des civils. Maintenant, réfléchissez à cela un instant. 15 habitants armés fouillant le périmètre d'un parc de caravanes au beau milieu de la nuit. Ce n'est pas le genre de réaction que les gens ont face à un raton laveur qui renverse des poubelles. Quelque chose dans la peur des enfants, et peut-être des choses que les habitants avaient déjà entendues ou même vues dans le quartier, les a convaincus qu'il y avait vraiment quelque chose d'inhabituel et de dangereux dehors. Mon ami Albert Oswald rentrait chez lui la nuit après avoir travaillé dans les champs, et il avait un fusil de chasse calibre 12 avec lui. Et il était un peu nerveux à ce sujet. Tout le quartier était nerveux. Et il a entendu quelque chose faire un vacarme et s'agiter dans les buissons, faisant du bruit comme si ça se frayait un chemin et repoussait les branches. C'était du houx de Floride très dense. Et il a juste tiré 3 coups de chevrotine là-dedans. J'ai toujours le fusil de chasse. Et il a tiré 3 coups de chevrotine et il a entendu des broussailles bouger et du bruit, puis il a couru jusqu'à la maison. Il nous a tous appelés le lendemain matin. On y est allé, armes prêtes, et on est entré là-bas pour en découdre, voir s'il avait touché quelque chose, s'il y avait du sang, une quelconque piste. Et rien, non, il y avait une piste. On pouvait voir que quelque chose avait cassé des branches en passant dans le houx, griffé toutes les feuilles au sol, mais aucune empreinte claire. Ensuite, la patrouille routière de Floride a été contactée. Peu de temps après, un agent du service de lutte anti-rabique du comté de Broward, nommé Henry Ring, est arrivé pour enquêter. C'est déjà un détail intéressant en soi quand on y pense.
Ring n'était évidemment pas un chercheur spécialisé dans le Bigfoot. Il n'était pas un cryptozoologue, ni un homme à la recherche de preuves de créatures mystérieuses cachées dans les Everglades. En fait, il a admis ouvertement que l'enquête sur des signalements de grands singes non classifiés était complètement en dehors de ses responsabilités habituelles. Surprise, surprise, n'est-ce pas? Mais il n'avait vraiment pas le choix, car une fois que Ring est arrivé, il a trouvé toute une communauté sur le fil du rasoir. La rencontre des enfants n'était pas le seul sujet de conversation. Plusieurs habitants ont aussi signalé avoir entendu quelque chose de gros rôder autour de leur maison la nuit. Un voisin a affirmé avoir entendu une grande créature gratter autour de sa caravane avant qu'elle ne disparaisse soudainement dans les bois voisins. D'autres ont signalé avoir entendu de lourds bruits de déplacement, des pas de bipèdes aux abords de la propriété la nuit. Mais un détail revenait sans cesse. Les chiens. Les résidents affirmaient que les chiens de tout le parc de caravanes avaient aboyé frénétiquement pendant plusieurs nuits consécutives. Pas un seul chien et pas une seule cour. Beaucoup de chiens dans tout le lotissement. Ring a ensuite fait remarquer que Kings Manor couvrait une trop grande superficie pour qu'un seul rôdeur ou un simple incident puisse expliquer une réaction aussi généralisée. Quelque chose semblait déranger les animaux de compagnie, et si vous avez passé du temps à examiner ces rapports vous-même, vous remarquerez un schéma qui se répète encore et encore. Bien avant que les témoins ne signalent avoir vu ces créatures, les chiens semblent savoir qu'elles sont là. Cela dit, à ce stade, bien sûr, tout ce que les gens avaient, c'était des histoires, en réalité. Mais cela a changé lorsque les enquêteurs sont entrés dans la plantation d'orangers. En suivant l'itinéraire qu'aurait emprunté la créature, Ring et les membres de le groupe de recherche composé de civils ont commencé à examiner la zone à la recherche de preuves matérielles. Selon les rapports, ils en ont trouvé. Ring a documenté une série d'empreintes inhabituelles mesurant entre 30 et 35 cm de long. Encore plus intrigantes étaient les longueurs de foulée qui les séparaient, environ 1,20 m à 1,50 m. Mais il y avait un autre détail qui a attiré l'attention de Ring. Entre certaines des empreintes se trouvaient des marques ressemblant à des empreintes d'articulation. Si cela est exact, le schéma suggérait que quelque chose se déplaçait parfois d'une manière similaire à celle des grands singes connus, quelque chose d'à l'aise aussi bien sur 2 jambes que sur 4. Mais plus étrange encore, les traces auraient fait demi-tour sur elles-mêmes avant de finalement disparaître dans le marécage au-delà de la plantation d'orangers. Au lieu de s'éloigner en ligne droite du parc de caravanes, quoi que ce soit qui ait laissé ces traces semblait avoir changé de direction au moins une fois avant de disparaître dans les Everglades. Bien sûr, des traces inhabituelles à elles seules ne prouvent pas l'existence d'une espèce inconnue. Mais ce qui rend Kings Manor si fascinant, c'est que l'histoire ne s'est pas arrêtée là. En fait, elle ne faisait que commencer. Au cours des jours suivants, d'autres témoins se sont manifestés. L'un d'eux allait être à l'origine de l'un des récits les plus étranges de toute l'histoire du phénomène du skunk ape en Floride. Une femme nommée Madame King. Section 3. La femme qui en a nourri un. Parmi tous les rapports venus du lotissement Kings Manor, un se distingue. Pas parce que c'est le plus effrayant ou le plus dramatique, mais parce que s'il est vrai, il offre un aperçu incroyablement rare et étrange de la façon dont ces êtres se comportent réellement et de la manière dont ils interagissent avec les humains. Le témoin était une femme nommée Madame Robert King. Selon son récit, elle se trouvait dans sa caravane un soir lorsqu'elle a jeté un coup d'œil dehors et a remarqué quelque chose debout sur la terrasse. Au début, elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle voyait. La silhouette n'était qu'à environ 2 mètres d'elle, a-t-elle déclaré. Contrairement aux enfants qui n'avaient aperçu les créatures que brièvement dans l'obscurité, Madame King affirmait avoir pu observer celle-ci clairement sous la lumière qui s'échappait de la fenêtre de sa caravane. Elle l'a ensuite décrite comme étant de couleur grisâtre, avec des bras anormalement longs, des doigts allongés et des pieds exceptionnellement grands. Ses dents, disait-elle, lui rappelaient celles d'un chien. Plus étrange encore, elle affirma que des plaies semblaient recouvrir une partie de son visage et de son corps. Terrifiée, elle se réfugia plus profondément dans la caravane et observa derrière la vitre. Finalement, la créature disparut dans l'obscurité. La plupart des gens auraient considéré que la rencontre était terminée à ce moment-là, mais selon Madame King, la partie vraiment étrange s'est produite le lendemain matin. Ces 2 caniches se mirent soudainement à aboyer frénétiquement.
Quand elle a regardé dehors, elle a vu à nouveau une de ces créatures debout sur sa terrasse. Mais celle-ci était nettement plus petite. Elle estimait qu'elle mesurait à peine 60 cm de haut. Maintenant, arrêtez-vous un instant et réfléchissez aux implications de cela. Si le récit de Madame King est exact, elle n'observait pas un animal errant isolé. Elle regardait un groupe familial. Un adulte la nuit précédente, puis un jeune. La petite créature aurait eu des poils bruns roux et semblait bien moins intimidante que la grande silhouette de la nuit précédente. Curieuse, Madame King fit quelque chose que presque personne n'aurait pensé à faire. Elle est rentrée à l'intérieur et a pris une encyclopédie. Feuilletant des photographies de primates connus, elle a commencé à comparer ce qu'elle avait vu avec les images du livre. Après les avoir étudiées, elle a conclu que les deux créatures ressemblaient le plus à des orang-outans. Puis, elle a pris une décision qui paraît presque incroyable. Elle a décidé de nourrir la créature. Selon son récit, elle a préparé une assiette contenant de la laitue, des tomates, des pêches et d'autres légumes, et même de la viande hachée crue avant de l'emporter dehors. La petite créature aurait accepté l'offrande. Elle ne s'est pas enfuie et n'a pas été agressive. En fait, elle semblait remarquablement calme, a-t-elle dit, mais ce n'était pas fini. Ce qui s'est passé ensuite est l'un des détails les plus fascinants de toute l'affaire. Madame King a ensuite affirmé qu'elle s'était approchée suffisamment près pour le toucher. Une fois, rien ne s'est passé. Alors elle l'a touché à nouveau. Toujours rien, elle a dit que la créature est restée calme. Mais lorsqu'elle a tendu la main une troisième fois, tout a changé. De quelque part dans les buissons tout près, un grognement aigu et agressif s'est fait entendre. Pas du jeune, mais de quelque chose de plus grand. Quelque chose de caché. Un avertissement. Madame King fut immédiatement convaincue que la créature adulte était cachée à proximité et avait observé toute l'interaction. La réaction fut instantanée. Le jeune lui griffa soudainement la cheville et s'enfuit dans les broussailles. La rencontre se termina aussi brusquement qu'elle avait commencé. Et selon les rapports, la blessure à la cheville qu'elle avait reçue était suffisamment grave pour que Madame King finisse par consulter un médecin et reçoive une injection contre le tétanos. Maintenant que l'on accepte ou non chaque détail de cette histoire, il est difficile d'ignorer à quel point elle est inhabituelle, surtout en ce qui concerne les détails. Les plaies, l'injection contre le tétanos, le mélange précis de nourriture dans l'assiette. Le récit ne décrit pas un monstre surgissant des bois, ni un animal attaquant du bétail. Pas cette fois. Pour moi, cela ressemble davantage à une unité familiale primitive. Un jeune acceptant de la nourriture. Un adulte resté hors de vue monte la garde à proximité. Un avertissement protecteur. Et une retraite immédiate dès que cet avertissement a été donné. Pour moi, c'est l'un des détails les plus intéressants de toute cette saga du manoir des King, parce que cela ne donne pas l'impression que ces créatures sont moins intelligentes. Cela les fait paraître plus intelligentes, d'une certaine manière, plus humaines. Mais peut-être encore plus intriguant que la rencontre elle-même, c'est ce à quoi elle a mené. Vous voyez, le rapport de Madame King a poussé Henry Ring à revenir une fois de plus. Et lorsqu'il est revenu, il a trouvé plus de preuves. Cette fois, il y avait de grandes et de petites empreintes. Des empreintes supplémentaires, plus d'impressions de jointure, des preuves suggérant fortement que ce qui se déplaçait dans King's Manor n'était pas une créature isolée. À ce stade, il est compréhensible que l'inquiétude du public commence à se répandre bien au-delà du parc de caravanes. Dans l'un des détails les plus fascinants de l'affaire, un citoyen effrayé aurait appelé la police autoroutière de Floride avec une question simple. Est-ce que des eaux du sud de la Floride avaient récemment signalé la disparition d'orang-outans ? Ce n'était pas le cas, d'ailleurs. Fait intéressant, cet appelant ignorait les nombreuses histoires sur le skunk ape qui faisait alors la une des journaux. Il n'appelait pas au sujet du Bigfoot ou d'une autre légende locale. Il pensait sincèrement que le zoo devait avoir perdu des singes d'après ce qu'il avait vu, et il voulait simplement une explication logique. Malheureusement, personne ne semblait capable d'en fournir une. Mais le mystère ne se limitait plus seulement à King's Manor, il se répandait, et certaines des rencontres les plus spectaculaires restaient encore à venir. Section 4. L'été de la terreur commence. La première fois que j'ai vu cette créature, c'était à l'ouest d'ici, sur la rive sud du canal de Hillsborough. Et nous étions assis chez un ami à moi sur le point de dîner autour de la grande table ronde. Nous étions 8. Nous étions assis là à attendre que les assiettes, vous savez, les plats du dîner soient posés sur la table.
Et tout à coup, cette créature, la première fois que je la voyais, a traversé la cour. Elle avait une belle démarche, elle n'était pas pressée, et elle se trouvait de l'autre côté de la corde à linge, et elle avait la tête et les épaules au-dessus de la corde à linge. Elle a traversé la cour, elle avait une démarche régulière. Elle ressemblait à un grand animal puissant. Elle avait une sorte d'éclat argenté sous la lumière de la lune. Elle a tourné à gauche, a traversé ce fossé de drainage et a gagné les arbres. Nous l'avons tous entendu éclabousser. On est tous restés là à se regarder pendant un moment. Si les incidents de Kings Manor étaient restés confinés à un seul parc de caravanes, l'histoire se serait peut-être arrêtée là. Au lieu de cela, quelque chose d'étrange a commencé à se produire dans tout le sud de la Floride. Des signalements ont commencé à apparaître dans des communautés totalement différentes. Différents témoins, différents comtés, des circonstances complètement différentes. Pourtant, de nombreuses descriptions semblaient remarquablement similaires. De grandes silhouettes ressemblant à des singes, puissantes, des odeurs nauséabondes, des empreintes de pas surdimensionnées, des créatures apparaissant tout au bord des Everglades, là où la nature sauvage et la civilisation se rencontraient. Au début de 1974, ce qui avait commencé comme un mystère local commençait à ressembler davantage à une véritable vague de rencontres. Et plus il y avait de témoins indépendants, plus il devenait difficile de nier les faits. L'un des incidents les plus largement rapportés s'est produit peu après minuit, le 9 janvier 1974. Un homme nommé Richard Lee Smith conduisait le long de la lisière des Everglades, près de l'intersection de la route américaine 27 et de Hollywood Boulevard, lorsque son véhicule a soudainement heurté quelque chose qui traversait la route. L'impact a été violent. Smith était tellement secoué qu'il a ensuite appelé la police autoroutière de Floride pour faire un signalement, pensant avoir percuté un piéton de grande taille vêtu de vêtements foncés. Mais selon son récit, la silhouette qui s'est relevée du bitume n'avait pas l'air entièrement humaine. Il ne savait pas quoi en penser. D'après lui, la créature était couverte de poils et mesurait entre 2,10 m et 2,40 m, et Smith venait tout juste de la percuter avec son véhicule. Mais au lieu de fuir, elle a chargé. Smith a ensuite affirmé que la créature a poussé un rugissement assourdissant et s'est précipitée directement vers son véhicule. Pris de panique, il a accéléré pour s'éloigner de la scène et s'est enfui dans l'obscurité. Maintenant, si cela avait été la fin de l'histoire, la plupart des gens l'auraient probablement rejeté comme une erreur d'identification ou un pur mensonge. Conducteur effrayé, peu de lumière, un gros animal, peut-être un ours. Affaire classée, non? Sauf que les signalements n'ont pas cessé. Ils se sont multipliés. En quelques heures, d'autres conducteurs empruntant ce même tronçon de la route 27 ont commencé à contacter les autorités. Beaucoup d'entre eux ont signalé ce qu'ils ont décrit comme, je cite, « un géant boitant se déplaçant le long de la bande d'arrêt d'urgence ». Maintenant, réfléchissez à ça. Si l'histoire de Smith était pure imagination ou exagération, pourquoi d'autres personnes contactaient-elles soudainement la police autoroutière et faisaient-elles des signalements vérifiés correspondant exactement à ce qu'on s'attendrait à voir si son récit était vrai? Une créature massive et blessée, bipède, boitant, essayant de s'éloigner du lieu de la collision. Les appels sont devenus suffisamment sérieux pour que les forces de l'ordre soient envoyées pour enquêter. Selon les rapports, un officier a effectivement trouvé ce qu'il cherchait. Un agent de patrouille du service de police de Yalea Gardens aurait observé une grande créature poilue boitant le long de la route, à plusieurs kilomètres du site initial de la collision, avant qu'elle ne disparaisse à nouveau dans les Everglades. Mais ensuite, les choses ont encore empiré. Le lendemain matin, les autorités ont lancé des recherches aériennes. Des hélicoptères ont survolé les zones humides, à la recherche de traces d'un animal blessé. Rien n'a été trouvé. Aucun corps, aucune trace de sang. Aucune explication officielle. Du moins, aucune que les civils aient pu voir. Juste un autre rapport étrange ajouté à une pile croissante de rapports étranges. Et cette pile ne cessait de grandir chaque mois. À mesure que le printemps cédait à l'été, les signalements se répandaient vers le nord, atteignant les terres d'élevage et les villages agricoles à la frontière des Everglades. Les agriculteurs ont commencé à signaler des rencontres. Les éleveurs de bétail ont commencé à voir ces mêmes grandes créatures velues. Tout le monde se connaissait et les gens en parlaient entre eux. Et ce n'est pas arrivé qu'une seule fois. Cela s'est produit dans 2 ranchs de bétail différents, ainsi que dans un ranch de chevaux. Ça s'est passé dans notre quartier, et à l'époque, tout le monde se réunissait pour dîner. Tout le monde se rassemblait en groupe. Ce n'était pas comme aujourd'hui. C'étaient des gens de la campagne venus d'ailleurs.
Et tout le monde a commencé à en parler. Des personnes n'ayant jamais entendu parler de Kings Manor ont soudain décrit de nombreux détails similaires. Cette odeur, la taille, les empreintes, la sensation que quelque chose se déplaçait dans le paysage, aux confins de la civilisation. Mais cela ne s'est pas arrêté là, ni même ralenti, car ensuite est arrivée l'une des rencontres les plus intrigantes avec les forces de l'ordre de toute cette histoire. Les adjoints du shérif du comté de Palm Beach, Marvin Lewis et Ernie Milner, ont été envoyés après qu'un fermier a appelé pour signaler qu'une grande créature non identifiée avait attaqué l'un de ses chevaux. S'attendant à trouver peut-être un ours ou un autre animal dangereux mais connu, les adjoints sont entrés dans une zone boisée pour enquêter. Ce qui s'est passé ensuite allait les marquer pendant des années. Selon des récits ultérieurs, plus ils s'enfonçaient dans les bois, plus ils se sentaient mal à l'aise. Non pas parce qu'ils voyaient quelque chose, mais parce qu'ils disaient tous les deux qu'ils se sentaient observés. Cette sensation devenait de plus en plus forte. Quelque chose semblait bouger autour d'eux, avancer à leur rythme, les suivre à travers les broussailles, comme si les chasseurs étaient devenus les proies. Puis l'adjoint Milner aperçut quelque chose qui n'était certainement pas un ours. Une paire de grands yeux brillants reflétait la lumière dans l'obscurité. Il leva son arme et tira. Presque immédiatement, quelque chose traversa violemment la végétation. Des branches craquèrent, des broussailles volèrent en éclats, et quoi que ce fût qui les observait s'enfuit plus profondément dans la forêt sur deux jambes. Lorsque les enquêteurs examinèrent plus tard la route d'évasion, ils découvriraient quelque chose de remarquable, des poils et de la peau. Ils les trouvèrent sur une clôture de barbelés franchie par la créature en fuyant. C'est ici que l'histoire prend un tournant inattendu. D'après l'adjoint Lewis, le matériau n'a pas été jeté ou ignoré. Il a été soigneusement collecté et envoyé au bureau local du FBI à Miami pour analyse. Réfléchissez à ça. Des preuves matérielles d'un possible skunk ape ont été soumises au FBI. Alors, qu'est-il advenu de ces preuves? Pourquoi n'en a-t-on plus jamais entendu parler? Eh bien, malheureusement, l'histoire prend une tournure frustrante à ce stade. Aucun rapport accessible au public n'a jamais vu le jour à la suite de cet incident. Aucune explication définitive. Aucune identification concluante du tissu. En bref, juste le silence radio. Si vous avez vu beaucoup de mes vidéos, vous savez sûrement que cela ne me surprend pas vraiment. L'ancienne idée selon laquelle les autorités seraient parfaitement transparentes en révélant ce genre de choses au public est, selon moi, d'une naïveté stupéfiante compte tenu de leur propre historique. Donc, que ces échantillons de tissus et de cheveux se soient révélés banals, inhabituels ou totalement non concluants, cela reste inconnu. Mais il me semble que le fait que personne n'en ait jamais plus entendu parler en dit long. C'est l'un des thèmes récurrents que vous verrez tout au long de cette histoire. Les preuves apparaissent puis disparaissent encore et encore. Maintenant, juste avant de continuer, je veux rendre à César ce qui appartient à César. Une grande partie des recherches derrière cette série sur le skunk ape de Floride provient de mon ami Stacy Brown Jr. et des années de travail qu'il a consacré à documenter ces cas. Beaucoup des témoins, des rapports, des interviews et des détails historiques dont j'ai parlé tout au long de cet épisode ont été préservés, étudiés ou révélés grâce aux efforts de Stacy. Il a passé des années à retrouver des témoins, à recueillir des témoignages et à enquêter sur les rencontres les plus étranges de Floride. Donc, si ce sujet vous intéresse, je vous recommande vivement sa chaîne, Bigfoot Stacy, ainsi que son émission sur cette chaîne, The Bigfoot Underground. C'est l'une des personnes les plus compétentes que je connaisse sur les signalements du skunk ape en Floride et le phénomène Bigfoot. Beaucoup des histoires entendues aujourd'hui auraient été perdues sans des personnes comme Stacy qui les ont documentées. Je mets un lien vers sa chaîne en description. Si vous aimez mon contenu, vous adorerez le sien. Allez voir. D'accord, donc pendant que les enquêteurs cherchèrent des réponses, le sud de la Floride devenait de plus en plus inquiet parce que les rencontres ne s'arrêtaient pas. En fait, elles devenaient même plus agressives. Section 5. Quelque chose se déplaçait à travers le sud de la Floride. Vers le milieu de 1974, les signalements n'étaient plus limités aux autoroutes et aux communautés isolées. Quelque chose semblait se déplacer à travers la Floride du Sud elle-même.
Ils ne se cachaient plus au fond des Everglades, ni ne restaient dans la nature sauvage éloignée, mais se déplaçaient à travers les ranchs, les fermes, les orangeries et les communautés en développement le long de la lisière du marécage. J'allais camper avec cette fille que je connaissais du lycée. Elle s'appelait Faye. J'avais une vieille Honda Trail 90, une vieille moto jaune avec un porte-bagages à l'arrière. Elle était assise sur le porte-bagages. Nous avions une couverture. Et là où la 8e rue sud-ouest 18 se terminait, juste à côté de la 441, il n'y avait que du sable très fin. Et sur la droite, le canal était à environ un quart de mile. Il y avait du hou de Floride, de l'herbe douce, ainsi que des lapins, des cerfs et divers animaux sauvages. Il était environ 9 heures du soir. Nous allions sortir là-bas, étendre la couverture et passer un bon moment. Eh bien, j'étais à mi-chemin du canal et dans le faisceau du phare de cette moto, cette chose a encore traversé devant nous. Et la fille à l'arrière a paniqué. Et partout où il apparaissait, les gens décrivaient la même chose. L'odeur. Les témoins ont signalé une odeur insupportable accompagnant ces rencontres. Pas seulement l'odeur d'une moufette, mais quelque chose de bien plus fort, musqué, pourri. Les gens la décrivaient comme presque sulfureuse. Très souvent, les gens affirmèrent sentir la créature avant même de la voir. D'autres fois, ils ne voyaient rien du tout. Il n'y avait que cette puanteur. Une nuit, j'étais là-bas. C'était la première fois que j'y retournais depuis que ces problèmes avaient commencé. Et tout s'était un peu calmé en ville. Là, c'était du côté des marécages. Et je suis entré dans mon petit coin d'arbre et j'ai tout de suite eu une sensation étrange. C'est la première fois que j'ai senti quelque chose. Il y avait une légère odeur de moufette, mais pas trop forte. Mais j'avais un horrible sentiment d'être observé. Et tout ce que j'avais sur moi, c'était mon fusil à pompe. Et je suis assis là, et je suis devenu tellement nerveux que je ne pouvais plus le supporter. Et là, vous savez, je pouvais sentir que quelque chose m'observait. Je ne l'ai pas vu, mais je suis redescendu la piste d'atterrissage, je suis monté dans ma voiture et je suis rentré chez moi. La nuit d'après, je suis sorti armé jusqu'aux dents. Et croyez-moi, quand je suis arrivé à mon arbre, je savais qu'il était passé par là. Je pouvais le sentir. Il avait uriné partout. Il avait abîmé mes arbres. Il y avait un gros rocher, probablement aussi large que ça et aussi haut, qui avait été soulevé et placé au milieu de mes arbres. Et celui qui avait fait ça avait pris une autre pierre et avait simplement brisé ce rocher en morceaux. C'était comme si c'était en colère, furieux, et qu'il faisait une crise. Et je vous le dis, un frisson m'a parcouru jusqu'au fond des os. C'est ce qui s'est passé, et je ne me laisse pas facilement effrayer. Et de plus en plus, le bétail semblait être impliqué. L'un des témoignages les plus marquants est venu d'un agriculteur près de Lake Worth. Et selon son récit, il a vu une grande créature bipède soulever un cochon adulte du sol. Pas un porcelet, ni une chèvre miniature, ni un canard ou autre chose, mais un porc prêt pour l'abattoir, pesant bien plus de 50 kilos. L'agriculteur a affirmé que la créature avait manipulé le cochon avec une facilité déconcertante avant de se retirer vers la zone sauvage en le portant. Maintenant que vous acceptiez pleinement ou non cette histoire en particulier, il est important de noter que des rapports vérifiés impliquant du bétail devenaient de plus en plus courants durant cette période, et ils ne devenaient pas moins spectaculaires. Ils devenaient de plus en plus fous. Plusieurs mois après l'incident du vol de cochon, la tension s'est déplacée vers la communauté en développement de Wellington. C'est là qu'un agent de sécurité nommé Kerry Cantor a rencontré une grande silhouette couverte de poils émergeant de l'obscurité près de la limite de la zone sauvage. Au début, il l'aurait pris pour un simple intrus. Il a crié des avertissements, des ordres, des instructions pour qu'il s'arrête, mais la silhouette l'a ignoré et a continué d'avancer. Alors que la distance entre eux diminuait, Cantor a pris une décision dont il parlerait pendant des années par la suite. Il a ouvert le feu. Selon son récit, les balles ont touché la créature. Il a entendu les balles frapper la chair, mais au lieu de s'effondrer, la créature s'est retournée et a disparu dans les broussailles. Les recherches dans la zone n'ont apparemment pas permis de retrouver de corps. Une fois de plus, les preuves semblaient simplement s'évaporer. Et une fois de plus, l'histoire est venue s'ajouter à la collection grandissante de rencontres que les autorités ne pouvaient ni confirmer totalement, ni expliquer aisément. À ce stade, il devenait très difficile d'ignorer le schéma qui se dessinait. Des automobilistes, des agriculteurs, des agents de sécurité, des adjoints du shérif, des familles, des personnes issues de milieux totalement différents, tous rapportaient des expériences remarquablement similaires. De grandes silhouettes, des odeurs puissantes,
des traces inhabituelles, de brèves rencontres suivies de disparitions soudaines. Mais peut-être plus important encore, les signalements continuaient de se concentrer précisément dans les zones où la sécheresse, la destruction de l'habitat et l'expansion humaine se heurtaient aux Everglades. Plus j'approfondissais la chronologie de tout cela, plus il devenait difficile de rejeter ce lien comme une simple coïncidence. Quoi que les gens rencontraient là-bas, cela semblait apparaître précisément là où l'on s'attendrait à voir surgir quelque chose chassé du marécage. Mais ensuite, les témoignages ont convergé vers un endroit appelé Sunshine Acres. Ce qui s'est passé là-bas allait devenir, franchement, le chapitre le plus dramatique de toute la série d'événements de 1974. Cela a commencé de façon assez similaire à ce que vous avez déjà entendu ailleurs. Des témoins rapportèrent des rencontres répétées autour des maisons, des attaques de bétail, des créatures se déplaçant à travers des propriétés éclairées en pleine nuit. Mais finalement, les choses ont atteint leur paroxysme sous la forme de l'une des histoires les plus étonnantes des forces de l'ordre dans l'histoire des cryptides de Floride. Selon plusieurs témoins, une voiture de patrouille du shérif a percuté de plein fouet l'une des créatures. Ce qui s'est passé ensuite allait déclencher une opération de recherche massive impliquant des hélicoptères, des adjoints du shérif à cheval, des chiens pisteurs et des officiers armés fouillant les Everglades à la recherche de quelque chose qu'ils ne voulaient pas trouver. Merci à tous d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, assurez-vous de rester à l'écoute sur la chaîne, car il y a encore beaucoup plus dans cette histoire que ce que j'ai couvert dans cet épisode, et je traiterai ce contenu supplémentaire dans les prochains volets. Si vous avez apprécié la vidéo, merci de mettre un j'aime, de la partager avec votre famille et vos amis, et de vous abonner à Cabin in the Woods.